Le temps, c'est si fascinant. On ne peut le voir réellement, mais le percevoir concrètement. C'est fou ce que les choses changent, et à la fois restent pareilles. La photographie, par exemple, quelle évolution incroyable, c'est inimaginable. Malgré le narcissisme flagrant d'aujourd'hui à travers celle-ci, cette reconnaissance que les gens désirent, cet encouragement que tout le monde veut, ce manque d'attention, un besoin est resté le même, celui de se souvenir, de garder en mémoire l'époque d'un jour meilleur. C'est vraiment fort la nostalgie. Du plus loin je peux me souvenir, j'ai toujours, mais toujours eu la passion pour les arts visuels, que ce soit la photographie, la peinture et les films aussi. Étant jeune, je regardais durant de longs moments des images tout en rêvassant. Je plongeais dans celles-ci, je vivais à l'intérieur même. Quand j'observe une vieille photo, tout plein de questions me percutent. Que ressentait cette personne? Comment vivait-elle? Était-elle heureuse? Enfin, je l'espère. Si je pouvais revivre un moment précis, serais-je prête à tout laisser tomber? De nos jours, vous pouvez partager rapidement votre talent. Une simple carte SD transporte tout votre travail comme par magie. Une personne autodidacte peut s'investir personnellement et apprendre d'elle-même avec la persévérance et bien sûr la pratique. Avec quelques ajustements et de la créativité, avec des essais-erreurs, vous naviguez votre logiciel et devenez petit à petit un créateur d'images et d'histoires. Le plus difficile à notre époque, c'est de se démarquer. Les textures, par exemple. J'ai vite compris que c'était une flèche à mon arc. J'adore en fabriquer et les manipuler. De mon côté, j'ai appris rapidement qu'il était nécessaire de trouver mon style propre à moi. Et ce, peu importe le sujet, se trouvant devant ma lentille, les possibilités sont infinies. Ajuster l'exposition, régler la saturation et les teintes, le contraste, la gestion des couleurs, quel art fantastique! Ce ne sont que quelques raisons parmi lesquelles l'envie de partager ma passion est née. Vous faire découvrir la beauté de la photographie, l'influence qu'elle a sur beaucoup d'entre nous, et par le fait même son histoire. À travers ce film, vous y entendrez des témoignages personnels et des entrevues d'experts. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter Roger, quelqu'un qui a connu l'époque où certaines familles étaient dures. Je le laisse nous raconter quelques souvenirs de son enfance. La première photo que j'aimerais vous présenter, c'est celle de mes parents. Si vous regardez bien, ça a l'air bien beau, bien chic, ça paraît bien, mais en arrière du décor, c'est des parents, dans ce temps-là, c'était assez fréquent, c'est des parents pas très aimants. C'était plutôt des parents durs avec leurs enfants, les familles étaient nombreuses, chez nous on était 9. Puis c'était la pauvreté dans ce temps-là, c'était dans le temps de la colonisation en Abitibi. Puis, moi, je me rappelle, étant jeune, les parents, c'était dur. Mon père, c'était une sacrée à voler régulièrement. Puis ma mère, c'était crier, tirer les cheveux. Puis c'était... Tu sais, il n'y avait pas de câlinage, là. Pas, j'ai jamais vu mon père et ma mère nous prendre dans ses bras et dire je t'aime mon gars ou je t'aime ma fille. C'était comme ça dans cette époque-là. Probablement que ça existe encore aujourd'hui. Dans les familles qu'on a, mais c'était peut-être plus fréquent à ce moment-là. C'est mes frères et sœurs. Puis moi, je suis situé au milieu, dans la rangée du bas.
mon petit frère Gilles qui est à ma droite, celui qui a comme une cravate, là. Puis ma petite sœur Sylvie qui est en bas. Quand on est déménagé de l'Abitibi, qu'on est arrivé dans le bas du fleuve, la maison, ce qu'on restait, il y avait au deuxième, c'était bizarre, là, au deuxième étage, c'était là qu'était la toilette. Puis quand on voulait aller à la toilette, il fallait monter les marches d'escalier, puis redescendre. Puis là, mon frère Gilles puis Sylvie, ils voulaient aller tous les deux aux toilettes, puis il n'y avait pas de rampe des escaliers dans ce temps-là, là, c'était assez dangereux. Puis je m'en rappelle aussi qu'on était en train de rentrer du bois, nous autres, les plus vieux. Puis il y avait une trappe en bas des marches d'escalier qui était ouverte pendant qu'on rentrait le bois. Puis mon frère Jules et Sylvie chicanaient pour lequel qu'elle allait arriver le premier en haut. Puis Sylvie, ben, par mégarde, elle a probablement donné une poussée, puis Jules est tombé en bas, la tête à première dans les marches. Fait que, il a été, je pense, je me rappelle bien, là, il doit avoir été pas loin d'une heure dans les vapes, là, sans connaissance, là. Puis je m'en rappelle, ma mère et mon père, là, ils l'ont pris, ils l'ont mis en dessous de... Ils ont vidé de l'eau froide sa tête pour le ramener. Puis finalement, ben, il est revenu à lui, mais tu sais, il n'a jamais été le même Gilles qu'avant, là. Si vous regardez bien sa photo, on a de l'air tout chic and swell, là. Mais dans la vraie vie de tous les jours, là, moi je me rappelle là, qu'on allait aux fraises, puis aux framboises, puis aux bleuets nu-pieds. C'était pour bien paraître, tu sais, pour montrer les photos, la famille est réunie dans le temps des fêtes. Regarde les belles photos, mais dans le fond, t'es pas habillé de même à tous les jours, là. Ça, c'était l'habit du dimanche qu'il disait dans le temps. Moi, je dirais que dans le temps, quand les gens prenaient des photos, c'était spécifiquement des occasions spéciales. Je sais pas, moi, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes en particulier. Aujourd'hui, ben, ça a changé beaucoup. Tout le monde a un téléphone cellulaire, tu peux prendre des photos n'importe quand, n'importe où. Puis c'est un peu ça. C'est plus technologique aujourd'hui que dans ce temps-là. On voit que c'était plus rudimentaire dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Finalement, la personne que vous voyez, c'est la seule qui reste de vivante. Les autres sont toutes morts. C'est plate à dire, là. Non, non, c'est pas vrai, c'est une blague, là. Dans le fond, on a quand même eu des beaux moments dans tout ça, mais je m'en rappelle un peu moins, désolé. Puis là, elle n'est pas appelée la DPJ pour tout ça. J'ai 59 ans, il est un peu trop tard. Faisons maintenant un petit détour dans la municipalité de Roxton Falls, qui est située dans la MRC d'Acton, pour y rencontrer Rock, une personne qui a travaillé longuement toute sa vie et qui en a vu de toutes les couleurs. Alors je vous laisse l'écouter nous raconter une tranche de sa vie. Les hivers, il y avait beaucoup de neige dans le bas du fleuve. Hein? Il y avait assez de neige que tu pouvais te chauffer l'électrique. Ça, c'est Raymond. Raymond, il y avait eu une tempête de même le soir, il a trouvé de coucher la bas de la côte du troisième, puis appelait, là. Les chemins étaient bloqués partout. Il a couché chez un ami, en tout cas, le gars, c'était un plombier. Il avait gardé Raymond coué, demain, il va faire beau, tu sais. Dans la côte du troisième, là, la neige s'est coupée, là, ici, à la hauteur du mur, là, dans la largeur de ce fleuve. Le chemin de Sainte-Flavie, là, de Sainte-Flavie à monter à Montréal, là, il y avait une côte dans les motels de même, là. Il voyait les chars, tu voyais le bout de lanterne, là. La souffleuse montait, puis en tant que couf-couf, il mangeait le dardeur d'un char. La reculait, un Christ de char, qui se tassait. Puis loin, il y en avait encore un autre, machine à manger, le dardeur de char en montant encore. Il n'avait de la neige ici, il n'a pas ici. Et le contremaître est arrivé une journée, puis il nous a demandé d'aller élever du bois dans une réserve indienne. Que 2 Indiens avaient passé, puis ils avaient demandé du vieux bois de forme pour se bâtir quelque chose dans leur réserve. Moi et un gars de Québec, qu'on a été nommé pour changer le tracteur avec une voiture 4 roues, bien plein de bois, puis des marteaux, des égouines, puis des anciens barils de bois plein de clous. On a déjà monté ça dans leur réserve. Puis on a descendu d'une montagne de sable, qui fallait traverser la rivière en bas, puis on est resté pris dans la rivière. On a sorti de là, je vois, je disais, ouais, un Julien, puis on allait au camp. Et quand les Indiens venaient plus tard, ils nous rencontraient, ils nous voyaient dans la cour à bois, ils nous envoyaient la main, ils nous reconnaissaient en quelque sorte.
Ça, c'est dans les années peut-être 58-59, oui. Qu'on était au Falais de M. Leclerc, qui avait une épicerie voisin de chez nous à Nazareth. On avait monté là une fin de semaine pour lui aider, tu sais. Puis on voyait ma femme après rentrer le parterre, puis moi, j'ai débuté un arbre qui était penché pour faire du tabaron un peu. Sur le bord du lac Malpêche, à Sainte-Blandine. J'entends une petite bière, là. C'était bon d'en prendre une pour... il fait chaud l'été, hein. Fait que... Puis là, il y avait une épicerie qui était bon à m'emmener à bière. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas 24. J'ai commencé à travailler, moi, j'ai chantier, puis j'ai appris au fur et à mesure. Aujourd'hui, mais ça prend des cartes en rentrant. Des cartes d'apprenti, si tu veux, là. Puis pas tout le monde qui sont prêts à te prendre pour te faire commencer à travailler, tu sais, là. Fait qu'il faut que tu donnes des chances aux jeunes aujourd'hui. Et le monde sont moins forts pour ça, hein. C'est ça qui est beaucoup différent. Les appareils photo dans le temps, c'est des boîtes carrées noires, là. C'est pas tellement dispendieux, mais c'était pas tout le monde qui l'avait, tu sais, là. Ben, même si c'était pas dispendieux, le monde était pas serré, il faut l'acheter. C'est pareil comme les premiers radios qui ont sorti, là, les radios à batterie. Moi, je me rappelle le premier radio qui est rentré chez nous. Moi, j'avais peut-être une douzaine d'années. Mes deux sœurs, les plus vieilles, ils ont commencé à travailler puis ils ont acheté un radio à main. C'est le même que le radio arrivait dans la maison. Puis le téléphone, mais ça a été pareil. Le téléphone à manivelle. Rendons-nous au Musée national de la photographie Desjardins à Drummondville pour en apprendre davantage sur l'histoire. On pourrait dire qu'il y a 3 personnes importantes sur l'histoire du début embryonnaire de l'appareil photographique. Premièrement, c'est Nicéphore Niepce. C'est un espèce de chercheur, un gars un petit peu sauvage, ermite un peu. Il habitait à Chalon-sur-Saône, qui est à peu près environ à 90 km de Paris, donc en banlieue. Et il y avait son petit atelier qui appelait Dugras. Avant, on donnait un nom à notre résidence. Puis lui, il avait appelé sa résidence Dugras, auquel il faisait ses recherches. Puis il était très intrigué par l'image fixe. Puis il avait remarqué un certain phénomène au début qui avait laissé un verre d'eau sur le cadrage de sa fenêtre. Puis de l'avoir laissé là longtemps, ça l'a fait une espèce de cercle noir. Fait que là, il s'est rendu compte que l'image fixe avait vraiment, avec une longue exposition, une possibilité d'enregistrer des images par la lumière, qui veut dire la photographie. Photographie veut dire dessiner la lumière. Mais lui, son invention à l'époque s'appelait héliographie. Mais c'est arrivé par accident, son invention. Il travaillait beaucoup avec de l'iodure de carbone, qui est un peu un asphalte molle de l'époque, avec l'essence de lavande. Il avait remarqué un certain phénomène d'image fixe. Puis un beau matin, puis il travaillait beaucoup avec les températures aussi. Puis un beau matin, auquel il travaillait sur des plaques, puis là, il essayait de faire apparaître l'image fixe, il a cassé son thermomètre qui contenait du mercure liquide à l'intérieur. Il a quand même tenté l'essai, puis il a mis ce produit-là qui avait eu un accident sur une plaque. 8 heures plus tard est arrivée la première image fixe de l'histoire, qui est prise de vue Dugras, qui est en référence avec sa résidence qui habitait. D'emblée, il a écrit à son frère. Puis ça, si vous voulez faire des recherches sur Google, on peut trouver les lettres manuscrites auxquelles, qu'est-ce que je vous partage là, avec exactitude, ben c'est parce qu'il l'a écrit. Puis son frère habitait à Paris, puis il a écrit qu'il avait fait la découverte si espérée et tout ça. Et son frère, il dit, attends un peu, je connais quelqu'un qui habite à Paris, qui s'appelle Louis-Jacques Mandé-Daguerre, qui est un espèce de René Angélil du temps, si on veut, un homme assez riche qui avait eu du succès avec le diorama, qui est une espèce de lanterne magique auquel il projetait des images fixes, des dessins, pour ornementer les opéras, les pièces de théâtre à l'époque, puis il avait appelé ça le diorama. Au moment où le frère de Nicéphore Niepce partage cette découverte-là à M. Daguerre, il dit à ton frère qui déménage dans mes ateliers, on va travailler ensemble là-dessus. D'emblée, Nicéphore fait son baluchon, part de Chalon-sur-Saône, s'en vient habiter pendant 2 années dans les ateliers de M. Daguerre à Paris. Je dis 2 ans parce qu'il est mort après 2 ans.
d'une mort encore suspecte aujourd'hui. On ne sait pas trop. Ça peut être en lien avec les vapeurs de mercure, parce qu'il travaillait, à partir de l'accident de M. Niepce, il travaillait beaucoup à fixer l'image par des bassins de mercure liquide. Donc, expérience de vie. Aujourd'hui, on sait que c'est très toxique, très nocif, mais à l'époque, il savait moins. Et c'est pour ça que si vous retrouvez des vieux daguerréotypes, vous allez voir une surface un peu chromatique. Bien, c'est le mercure liquide qui donnait cet effet-là, de voir l'effet un peu métallique. Puis, bien, sa succession, M. Niepce, n'était pas très à l'affût de la science et tout ça. Fait qu'ils ont vite laissé le champ libre à M. Daguerre, qui a, parce que là, il avait appelé l'héliographie de M. Niepce, il l'avait appelé le physototype, leur invention commune, mais aussitôt que M. Niepce est décédé, il a appelé ça un daguerréotype, donc il a donné son nom à l'invention. Il s'est même permis de vendre l'invention à l'Académie française, l'Académie des sciences de Paris, François-Dominique Arago, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui a dit « on va acheter ton invention ». Et depuis ce temps-là, c'est la France qui clame haut et fort qui sont les détenteurs de l'invention de la photographie. Par contre, ce qu'il faut savoir, qu'on a su 100 ans plus tard seulement, pendant ce temps, en Angleterre, un homme qui s'appelle Henry Fox Talbot travaillait en catimini. Lui, c'était un homme un homme très intelligent, un botaniste passionné, puis il faisait des jardins d'une immensité incroyable. Et il trouvait que les peintres de l'époque ne donnaient pas justice à ses fleurs. Fait qu'il s'est mis à faire des recherches, à faire l'image fixe. Sauf que lui, il n'en a pas parlé à personne de ça. Il est arrivé, lui, il a créé son calotype, qu'on a appelé aussi le mousetrap, parce que ça ressemblait à une petite trappe à souris. On en a ici des prototypes de grandeur, c'était très petit. Puis l'invention de M. Talbot, qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est que lui arrivait à soutirer un négatif. Donc, l'invention proprement dite de la photographie qu'on connaît avec le négatif, le 35 mm et tout ça, bien, c'est davantage relié à l'invention de M. Talbot que de M. Daguerre et Niepce, puisque M. Daguerre et Niepce, leur procédé ressemble beaucoup plus à celui du Polaroid, où c'est une impression sur plaque, sur papier, immédiat, sans duplication d'image, sans négatif auquel on peut reproduire la même image. Donc, c'est un peu la nuance, mais qui a pris 100 ans, parce que même M. Talbot est arrivé au bureau pour faire reconnaître à Londres, pour faire reconnaître son invention. Puis on lui a dit, ben non, vous n'avez rien inventé, M. Talbot, c'est un dénommé Daguerre qui a tout inventé. Et si on va dans le cimetière du Père-Lachaise en France, sur l'épitaphe de M. Daguerre, c'est toujours indiqué l'inventeur de la photographie, alors qu'il y a des nuances. C'est sûr qu'il y a eu un virage vraiment important qui est en 1891, qui est l'arrivée de la compagnie de M. George Eastman, qui est Kodak. Il a été le premier à industrialiser l'invention, donc d'investir pour créer des usines afin de créer en chaîne plusieurs appareils. Ça a été vraiment le coup d'envoi afin que chacune des familles du monde entier possède un appareil. Parce qu'il faut savoir qu'avant l'arrivée de Kodak, ça s'adressait à des militaires, des hauts gradés ou des gens de la noblesse très établie pour se permettre de se payer des portraits parce que c'était très onéreux. Alors, M. Eastman, lui, s'est dit, cette invention-là est trop merveilleuse pour qu'on s'en dispense seulement à l'élite. Donc, lui, son but était que chacune des familles du monde possède leur appareil pour immortaliser leur patrimoine familial, leurs souvenirs à eux. Alors là, il a été le premier à investir dans la recherche et le développement parce que c'est une technologie qui allait très rapidement. Puis on est parti d'une exposition de 15-20 minutes à 0,3 secondes en prise d'image. Donc, il y a eu une évolution très rapide sur les lentilles, sur la luminosité, sur les boîtiers, mais également sur la spécialisation des appareils. On est arrivé à comprendre que, puis autre chose importante, c'est que M. Eastman s'est rendu compte que les plus connaissants, les plus grands experts qui pouvaient l'aider à pousser son invention encore plus loin, c'était les opticiens qui faisaient les lentilles de lunettes à l'époque, qui ont amené à pousser encore plus la qualité des lentilles que Kodak a démontré. Et à partir de là, ils ont spécialisé leur appareil pour avoir des appareils de studio, des appareils plus portatifs pour faire du paysage, pour faire des photos urbaines, architecturales, ainsi de suite. Donc, il est arrivé avec plusieurs produits. Et autre chose qui l'amenait à se pousser davantage, c'était le fait qu'il se faisait énormément copier par d'autres compagnies qui essayaient d'atteindre le même succès.
parce que Kodak a été longtemps la plus grande entreprise, tout produit confondu au monde. Donc, c'est un point tournant et culminant pour l'invention qui, avant, était plus artisanal, se transmettait de génération en génération. On va remarquer sur les appareils de soufflet aussi, les espèces d'accordéons que les gens remarquent, que c'est souvent des noms de famille, des Anderson, les Nadar, c'était souvent des photographes qui faisaient leur propre appareil parce qu'ils n'étaient pas très riches, puis parce qu'ils voulaient subvenir à leurs besoins ou qu'ils voulaient en vivre en créant des images fixes. Déplaçons-nous maintenant du côté de l'Ange Gardien pour y rencontrer Christelle, qui nous parlera de son opinion face à la photographie, puis ensuite nous racontera l'histoire d'une personne qui lui est très chère, son grand-père. Pour vous parler aussi de ce que moi je pense par rapport à la photo. Autrefois, c'était beaucoup plus pour des moments importants. C'était vraiment pour graver à tout jamais dans nos mémoires des beaux souvenirs pris sur des moments qui avaient été préparés, puis tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est beaucoup plus banalisé. C'est beaucoup plus sur des clichés pris à la chaîne. C'est différent beaucoup. Mais par contre, il reste que les photographes aujourd'hui sont beaucoup plus chanceux parce que sont outillés, c'est beaucoup plus sophistiqué, la photographie aujourd'hui aussi, les contextes et puis tout ça. Nos photographes sont quand même très chanceux maintenant. Je vais vous parler de mon grand-père Anatole Brière, qui lui, en fait, travaillait sur un cirque. Par contre, lui, il appelait ça un show. Donc, son show, c'était de Montréal-Toronto et il le faisait avec ses collègues et des cousins. Donc, pendant leur temps libre, eux, ils se retrouvaient, bon, à faire beaucoup de niaiseries parce que mon grand-père, c'était un homme qui aimait beaucoup faire des blagues, il aimait vivre, il aimait... On peut le voir sur les photos de eux qui font une pyramide à la plage, une photo qui joue au coq. On a une photo aussi, elle, je l'aime beaucoup, c'est la photo de mon grand-père avec l'auto. Il est dedans avec son cousin. Donc, c'est tous des petits moments qui le décrivent bien, qui démontrent bien le joueur qui était. Sur la photo du camion, on peut voir toute l'équipe. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment toute l'équipe, mais en grosse partie, l'équipe du show est rendue sur place. Là, c'était le temps de monter les manèges, monter les tentes, les bannières. Puis on voit, là, c'est vraiment vintage, c'est beau comme bannière. Dans ce temps-là, c'était pas équipé, en fait, en machinerie comme maintenant. Donc, c'était beaucoup plus de travail. Aussi, il ne faut pas oublier, hein, de nos jours, le photoboot est très à la mode, mais dans le temps aussi, ça faisait partie du spectacle. Donc, on peut voir mon grand-père qui a de l'air d'une star derrière les barreaux, un photoboot de prison, une autre que lui fait semblant de dormir, et un autre, en fait, ça serait mon grand-père Moustacho. Sur le show, il y avait aussi un homme fort et une jeune fille qui s'appelait Barbara Norman, qui faisait des spectacles. L'homme le plus fort, par contre, ça, c'est sûr que si on compare à aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. L'homme d'aujourd'hui, bon, s'il se muscle, s'il s'entraîne, ils vont être beaucoup plus découpés, beaucoup plus poussés que dans le temps, c'était plus du naturel, en fait. Les hommes forts, c'était musclés naturellement. Et sur le show, bon, oui, il y a les manèges, il y a les tentes, il y a les spectacles, il y a les photobooths, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a les animaux. Et mon grand-père, c'était celui qui était capable d'approcher le plus les tigres, les éléphants, les animaux en général, je crois. Il a toujours été apprécié, je pense, par eux. Et ma photo préférée, on peut le voir aussi avec un singe. Puis j'ai une petite anecdote avec ce singe-là. C'est que lui, en fait, ce singe-là, il allait voler les bières des autres. Et il les buvait. Donc, aujourd'hui, ça se fait plus, là, hein? Faudrait pas qu'on laisse un singe boire, mais autrefois, c'était plus lousse, hein? Si on peut dire ça comme ça, les choses étaient beaucoup plus acceptées dans certains termes seulement, là, mais quand même.
Je suis fière de mon grand-père. C'est un grand homme qui aimait jouer des tours. J'aurais voulu apprendre plus à le connaître. Malheureusement, il nous a quittés en 99 au mois d'octobre, donc j'étais quand même très jeune, mais je suis persuadée que n'importe qui l'aurait aimé. Il est maintenant temps de vous présenter une entrevue que je vous ai préparée dans le blanc des yeux avec un expert qui a travaillé dans le domaine de la photographie argentique. Alors moi, j'ai débuté en photographie professionnelle en 1976, donc c'est vraiment, ça fait 40 ans que je fais de la photographie et à cette époque-là, je dirais que les besoins des clients étaient vraiment très marqués parce qu'ils pensaient toujours que le photographe, c'était pratiquement un magicien, là. Il réussissait à faire des images tellement belles et précises quand la plupart des gens possédaient peu ou pas de caméra. Et puis quand ils en possédaient une, mais c'était des Instamatic 126 ou quelques-uns, des amateurs avaient des 35 mm, mais c'était assez difficile d'obtenir un cliché qui était bien exposé, bien cadré, tout ça. Alors à l'époque, naturellement, la photographie était vraiment l'art de bien exposer notre film. Alors, ça prenait des films, ça prenait des posemètres, ça prenait beaucoup de choses pour étudier notre lumière avant de procéder à la prise de vue. Donc, il fallait vraiment, dépendamment du budget et du besoin de notre client, prévoir vraiment la quantité de films, dans quelle ambiance on allait prendre ces images-là. Et puis, donc, s'organiser pour que tout soit bien équilibré. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait en automatisme pour la plupart, mais dans les studios spécialisés, c'est encore en mode manuel, mais à l'époque, il fallait vraiment justifier les besoins qu'on aurait pour être capable de rendre les clichés les meilleurs possibles. Puis ça, c'est en termes d'éclairage, cadrage, où on était situé, faire de la calibration de lumière avec posemètre, la coloration, parce que maintenant, la coloration se fait pratiquement seule. Mais à l'époque, si on avait une lumière tungstène, c'est-à-dire comme un fluorescent, bien, sur le film, ça tombait complètement orangé, jaune. Donc, il fallait vraiment calibrer l'éclairage pour que ça arrive à une photographie qui était exposée selon une température de lumière qui est comme le daylight, la lumière du jour. Alors, fallait tout, parce que les films étaient comme ça. On pouvait s'acheter du film tungstène, qui était un film à 3200 degrés Kelvin, mais là, on ne pouvait plus utiliser de flash, on ne pouvait plus aller dehors, on pouvait simplement utiliser des lumières qui étaient ambiantes au tungstène, des ampoules, là, comme on voit ici à la maison, là. Nous, en laboratoire, on avait notre propre laboratoire, on développait nos films ici dans le procédé C41. Alors, je dirais que la différence entre faire de la photographie aujourd'hui et à l'époque, c'est qu'il y a un tas de technicalité qui n'est à peu près plus là. Un bon portrait, parce que si je parle de ma profession, moi je suis portraitiste, un bon portrait reste toujours l'éclairage, la mise à situation, le contexte, le scénario. La photographie, l'influence qu'elle a sur moi, c'est qu'elle m'a permis de développer un côté artistique. À force d'en faire ou à force de développer son art, on finit par ne plus voir les choses de la même manière. On ne les voit plus pareil, on voit toujours l'éclairage, la manière qu'elle est frappée sur cet objet-là, si on parle d'un objet. Tous ceux qui exercent un art qui est graphique ou un art qui est optique vont développer un sens comme ça sur l'éclairage, la composition, les profondeurs, la structure, le relief. C'est des choses qu'on voit maintenant qui m'ont beaucoup influencé, moi, le fait de pratiquer ce métier-là. La performance du numérique, c'est certain que ça a ses lettres de noblesse. On est rendu à déjà, à ce jour, plusieurs générations de numérique. Puis je me demande même si on n'a pas plus de générations de numérique en 20 ans que d'argentique en plus de 100 ans. C'est vraiment une technologie qui grandit rapidement, qui évolue rapidement, mais je pense que le numérique, malgré toutes les qualités qu'on peut y retrouver, puis je pense pas que les photographes retourneraient en arrière, mais le grain de l'argentique, à mon point de vue, n'a pas été égalé encore, n'a pas été atteint. Cette espèce de texture-là argentique, on les reconnaît encore, puis ça l'amène vraiment un aspect
excusez mon français, mais vintage, un petit peu du temps, donc rétro un peu, qui amène une notoriété historique patrimoniale qui est vraiment propre à l'argentique. Mais après ça, l'évolution du numérique maintenant, avec les filtres, avec les qualités d'appareils, on a les 100 miroirs qui viennent de rentrer sur le marché, qui rend dans des appareils très compacts une qualité photographique et d'image incroyable. Et ce qui est dommage, et en même temps, ce qui est intéressant dans le musée, c'est l'évolution et la croissance fulgurante des inventions, comme justement le 100 miroir qui est apparu il y a 2-3 ans, mais qu'on parlait depuis 2-3 ans, et là, peut-être dans 2-3 ans, on n'en parlera même plus, on va être rendu ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, et il faut savoir que c'est dans les années 80 que les premiers modèles numériques sont apparus, puis ça a pris 15 ans avant qu'ils soient commercialisés nettement. Donc, l'argentique a encore a poursuivi son chemin et sa pertinence, mais au musée, ici, on a une chambre noire. Puis là, je vous dirais que l'engouement scolaire des jeunes de moins de 15-18 ans, là, disons, pour eux, la chambre noire est extraordinaire parce que c'est magique. Il n'y a pas d'encre, il y a une image qui apparaît. Ils sont nés dans le numérique, fait que pour eux, là, c'est aussi ancien que nous avec le collodion ou les plaques de verre ou les ferrotypes. Donc, l'évolution est tellement grande que je crois qu'il va y avoir un engouement, puis même qu'on est probablement dedans, à l'argentique, au même titre qu'il y a eu un engouement pour le retour au vinyle au niveau musical. Il y a un son qui n'a pas été égalé par le digital, puis ben, ça revient à donner une richesse aussi à l'invention et au médium artistique. Quand on voit qu'il y a vraiment une évolution constante, ben, ça rend la pertinence à tout ça. La photographie, ça m'a permis de voyager, de découvrir des lieux remplis de beauté, de regarder la mer et les couchers de soleil plombant les jolies maisons entourées de rochers. Ça m'a permis d'observer la flore à l'intérieur des forêts et des montagnes, les pieds dans les ruisseaux. Il n'y a pas seulement des paysages, mais des endroits oubliés qui sont tout aussi fascinants à explorer. Que ce soit une vieille maison de campagne aux allures effrayantes ou bien un asile psychiatrique lugubre, il y a toujours un trésor photographique à ramener. Une tranche d'histoire captivante pour les yeux. Il faut se dire qu'un jour, il ne restera probablement plus rien de ces structures, alors pour moi, c'est important de capturer un bref moment de leur existence pour ainsi s'en rappeler à jamais. Je me suis même intéressé aux légendes qui parcourent notre belle province. Celle d'un manoir hanté par un marin du fleuve Saint-Laurent, et même l'histoire du bonhomme sans tête de l'île aux grues. Un paradis sur terre, cette région, tout plein de récits cocasses à découvrir par les habitants qui sont d'une générosité remarquable. J'en garderai à jamais de beaux souvenirs grâce à la photo. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont tant à partager. J'ai appris beaucoup en discutant avec eux et tout ça encore par le biais de la photographie. On peut dire que j'ai vécu de beaux moments d'amitié et d'événements inoubliables depuis les dernières années. Ce qui est fantastique avec cet art, c'est qu'il est accessible à presque tout le monde maintenant. Chacun peut s'exprimer à sa manière à travers ses images. Je souhaite à tous de se retrouver au cœur de la photo et d'y découvrir une flamme qui, moi, m'a donné une passion, un gagne-pain et surtout un but à ma vie. La photographie, c'est vraiment toute une aventure.